Bonjour à tous, on démarre une nouvelle vidéo est complémentaire de la vidéo précédente sur la motivation. On va traiter de la volition aujourd'hui. On va essayer de voir ce que c'est, comment ça fonctionne et puis comment on peut s'en servir en EPS. Et déjà pour démarrer, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est la volition. Donc l'idée de volition, en fait, c'est le fait que l'élève arrive à maintenir son engagement au-delà de son intention initiale. S'il y a des obstacles, des choses qui le bloquent, qui le ralentissent, qui peuvent le décourager, eh bien la volition, en fait, c'est ce concept qui dit que l'élève, il est capable de maintenir son engagement dans l'action, dans l'activité, de faire réellement, malgré les obstacles et au-delà de son intention initiale. Donc une notion totalement complémentaire à la notion de motivation qui est le déclencheur en fait. La volition va permettre de maintenir sur un peu de la durée l'action de l'élève, l'engagement de l'élève dans la tâche. Donc pour démarrer, on va resituer un petit peu la notion de volition dans le continuum lié au fait que l'élève s'engage dans la tâche. On a vu précédemment la motivation qui est l'élément déclencheur, l'étincelle en fait, et puis ce qui va permettre d'orienter un petit peu l'envie de faire de l'élève. Mais c'est pas ça qui fait que l'élève passe à l'action. C'est l'élément qui dit qu'il a envie. La volition, c'est juste après, et c'est ce qui va faire que l'élève va passer réellement à l'action et va maintenir cet engagement malgré les obstacles et au-delà de l'envie initiale de faire. Il va vraiment faire la chose. Et puis dans une troisième vidéo, on verra, et je vous expliquerai le lien entre les éléments, on verra la notion d'engagement dans la tâche. On démarre avec une définition de la volition. La volition, ça peut être défini comme un processus autorégulateur qui permet de maintenir une action intentionnelle face aux distractions, à l'effort ou à la tentation d'abandonner. Ça, c'est Kull en 87. En fait, ce que dit Kull ici, c'est que la volition, c'est ce qui permet en fait à l'individu de continuer la tâche qu'il a choisi de faire. Ça agit une fois que l'intention est fixée, ce qu'on a dit au préalable, c'est-à-dire qu'il y a le déclencheur, l'intention, la motivation, et ça aide à résister aux distractions, à l'ennui, à la fatigue, au découragement, par exemple, lorsque les obstacles sont un petit peu délicats pour les élèves. Ce qu'il faut retenir, c'est que la motivation, c'est le fait de vouloir, et la volition, c'est le fait de continuer à faire. On va continuer de bien clarifier la notion de volition. Si on dit que la motivation, c'est vouloir atteindre un but, alors la volition, ça va être le fait de s'engager dans l'action et d'y rester malgré les obstacles. Ça, vous avez dû comprendre. Je vais vous donner un exemple très concret. Nouvel an, j'ai pas fait de sport depuis un bon moment. Je suis motivé comme jamais. J'ai envie de courir tous les matins. Donc ça, c'est ce que je me dis, c'est ce que je dis aux autres. Je vais y aller, là, je vais me mettre à courir. Sauf que le fait de vouloir, ça ne veut pas dire que je vais le faire vraiment. Et on en connaît plein des personnes qui prennent des bonnes résolutions, mais qui vont jamais au bout de la chose ou qui démarrent jamais. Donc là, l'idée, c'est de se dire que la volition, c'est ce qui va me permettre de me lever malgré le fait qu'il pleuve, malgré le fait que je sois fatigué, malgré tous les obstacles qui peuvent se poser à moi, et ben je vais quand même me lever et je vais quand même aller courir. Et donc ça, c'est l'idée de volition vraiment. Je dépasse les obstacles, je dépasse tout ce qui peut me bloquer et je fais réellement. Donc en gros, la volition, c'est un pont en fait entre le vouloir et le faire. C'est vraiment ce qui lie les deux éléments, le vouloir et le faire. Donc dans une copie, dans un écrit ou à l'oral, il faut vraiment faire la distinction entre le fait de motiver l'élève et le fait qu'il passe réellement à l'action. La plupart des copies, en fait, proposent souvent des éléments liés à la motivation parce que c'est un concept qu'on utilise énormément, qui a été très très popularisé par Mascret, par exemple, ou Ryan Edesi. Et le problème qu'il y a, c'est que en fait, le lien qui est souvent fait dans les copies, c'est que vous dites l'élève est motivé, donc il va faire. Et c'est pas réellement ça, parce qu'il est motivé, ok, mais à nous de déclencher l'action, à nous de permettre à l'élève de rester engagé dans l'action. Et c'est tout ce qu'il y a autour de la volition. Et juste avant qu'on continue la vidéo, je voulais faire une petite pub en fait pour le site que je suis en train de créer. J'ai créé une formation pour le CAPEPS interne qui est complète, la formation pour l'écrit et l'oral. Puis je suis en train de travailler sur la formation du CAPEPS externe, mais j'accompagne les personnes qui veulent passer le CAPEPS externe dans les écrits, à l'oral, mais il n'y a pas la formation complète. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le site qui est en train d'être un petit peu rénové.
Et puis vous avez à l'écran là soseps@gmx.fr, c'est mon email si vous avez besoin de me poser des questions, ou si vous avez besoin d'aide, ou si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter via cet email. On reprend la vidéo tout de suite. Donc dans le concept de volition, à l'écrit ou à l'oral, vous pouvez convoquer trois grandes théories. La première théorie, c'est Kull en 87, c'est la théorie de l'action contrôlée. La théorie de l'action contrôlée, en fait, c'est l'idée de distinguer clairement la motivation et la volition. On verra les trois théories en détail juste après. Il y a le modèle Rubicon de Eckhausen et Goldwitzer en 87. Ce modèle-là, ça montre en fait le passage entre le vouloir et le faire. Et puis vous avez le modèle de Cornot, les stratégies volitionnelles. Et Cornot, en fait, il propose des stratégies concrètes pour maintenir l'engagement. Et ça, vous allez voir que c'est super utile pédagogiquement. Donc prenons la première théorie, celle de Kull en 87, la théorie de l'action contrôlée. Alors à l'image, là, vous avez tous les éléments. Et donc l'idée centrale, en fait, de cette théorie, c'est que la volition, pardon, c'est une fonction de contrôle mental qui va permettre de résister aux tentations, aux distractions, aux pensées parasites. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le fait d'avoir des obstacles peut freiner l'élève dans son activité, le fait de faire. Le fait de s'engager juste à faire peut être freiné par des obstacles cognitifs. Et donc, en fait, la théorie de l'action contrôlée va permettre de voir cette distinction-là. Donc, Kull, il distingue le système motivationnel, je veux, du système volitionnel, je fais et je tiens le coup. En EPS, qu'est-ce que ça va impliquer? Il va falloir que l'élève apprenne à se recentrer volontairement, à s'autoréguler cognitivement. Donc ça veut dire, par exemple, ignorer mes camarades qui peuvent éventuellement perturber le cours, se remettre dans la tâche après un échec. Et ces éléments-là, en fait, il va falloir les transmettre à l'élève, mettre en place des stratégies qui vont permettre à l'élève de se recentrer et de rester bien concentré. Donc en EPS, concrètement, l'enseignant, il va pouvoir faire plusieurs éléments. Il peut installer déjà des routines mentales, des rituels de concentration en début de tâche. Moi, personnellement, par exemple, dans l'activité, par exemple, vitesse relais, et ben la plupart du temps, vous avez des élèves qui sont à la queue leu-leu dans les couloirs, et puis qui peuvent un peu soit chahuter, soit discuter, soit déconcentrer les uns et les autres. Donc ce que je fais, j'aime bien déjà commencer le cycle en leur annonçant que l'élément le plus important pour moi en vitesse relais, c'est la concentration. Ce terme-là, je l'affiche et à chaque fois, à chaque début de séance, il est affiché. Il faut être concentré parce que ça va me permet de démarrer plus vite et puis de m'appliquer dans la course qui est pas très longue et que je vais pas répéter quand même une centaine de fois dans la séance, donc il va falloir être efficace. Donc l'élément concentration, il est affiché. La deuxième chose que je fais, par exemple, dans toujours la même activité, c'est qu'au lieu de mettre les élèves à la queue leu-leu dans des couloirs et les élèves sont collés les uns aux autres, eh ben, je vais mettre un sas en fait. Donc un sas, c'est par exemple quelques coupelles plus éloignées, je trace une ligne et puis, on a les élèves qui doivent courir qui s'installent et tous les autres élèves sont derrière à 4-5 mètres. Ils peuvent discuter, mais au moins l'élève a 5 mètres d'écart par rapport aux élèves qui peuvent éventuellement discuter, embêter. Donc là, on a vraiment un espace vraiment adapté au fait de se concentrer et d'être dans la tâche. Le deuxième élément que l'enseignant peut faire, c'est encourager avec l'autodialogue. Donc, c'est habituer l'élève en fait à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me gêne? Comment je fais pour dépasser l'obstacle, pour rester concentré? Et puis le dernier élément, ça va être de poser des questions à l'élève quand il a fini ses essais. Donc là, j'ai mis après chaque essai, mais la réalité, c'est que l'élève, il va réaliser plusieurs fois l'activité et que l'enseignant va venir vers lui peut-être toutes les 5, 6 répétitions. Et donc là, quand on voit un élève qui commence à se désengager, qui ne fait pas, et ça arrive très souvent, au bout de deux, trois essais pas réussis, bah, il y a pas mal d'élèves qui baissent un peu les bras ou qui retransforment la consigne ou la tâche. Donc à ce moment-là, en tant qu'enseignant, on les regarde faire, on observe les élèves qui sont un peu plus fragiles par rapport à ça, et on va les voir et on va cibler. On va lui demander pourquoi tu as arrêté. Les réponses peuvent être diverses, et en fonction des réponses, on essaye de mettre en place un soutien cognitif, psychologique, ou un soutien par rapport à l'aménagement de la situation. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier les élèves assez rapidement qui peuvent baisser les bras.
Qu'est-ce que l'élève doit faire alors dans ces cas-là? Il va devoir identifier les sources de distraction ou de démobilisation. Donc ça, on peut lui dire à l'élève et on peut lui apprendre. Qu'est-ce qui t'a perturbé? Est-ce que c'est le fait qu'il y a un copain qui t'ait parlé juste avant? Est-ce que tu as regardé, tu as tourné la tête et t'étais concentré sur autre chose? Est-ce que dans ta tête, tu étais en train de te dire, tiens, qu'est-ce que je mange à midi à la cantine? Donc, essayer d'identifier pour essayer de permettre à l'élève de, quand il va faire son essai, et qu'il soit totalement concentré dans son essai. Et puis, on va essayer de doter l'élève d'auto-instruction. Par exemple, on va lui donner une routine avant de faire son essai, s'il est un petit peu stressé ou s'il n'est pas très concentré, de respirer, inspirer par le nez, expirer par la bouche, de recommencer calmement et puis d'essayer de se mettre dans une petite bulle, comme on dit, pour que son action en fait soit la plus qualitative possible sur le passage qu'il va effectuer. Donc tout ça, c'est un travail qu'on fait sur l'année, sur le cursus, et ce sont des habitudes en fait que les élèves peuvent prendre si l'enseignant met en place toutes ces routines. On va passer à la deuxième théorie, c'est le modèle Rubicon. Donc là, le modèle Rubicon, en fait, ça va être l'idée de se concentrer sur le fait de passer à l'acte et de maintenir son effort. Alors c'est le modèle Rubicon parce que c'est, vous connaissez, hein, c'est le fleuve. Et en fait, le fait de franchir le Rubicon, eh ben, il va se passer quelque chose. Et franchir le Rubicon, en fait, c'est le fait de passer à l'acte. C'est ça l'image du modèle Rubicon. En gros, les élèves, ils sont sur le bord du Rubicon, ils ont décidé de le franchir, et le fait de passer à l'acte et de traverser le Rubicon et d'aller jusqu'au bout de la traversée, eh ben, c'est exactement ça le modèle Rubicon. Donc on a la motivation au départ, et ensuite on a le fait de passer à l'acte et de maintenir le cap. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer en EPS? En fait, il va falloir que l'élève il soit doté en fait de repères qui lui permettent de se dire là, je vais commencer à m'engager et je vais faire. Et donc, en fait, le moment un petit peu délicat pour construire ce passage à l'acte, ça va être le fait de démarrer l'action et ensuite de la maintenir. Donc, en EPS, concrètement, encore une fois, on peut essayer de créer un rituel d'engagement immédiat. Il peut y avoir une feuille de route à remplir avant d'entrer dans l'atelier, des défis de 3 essais à réussir en 5 minutes, par exemple, mais il a un élément déclencheur, un élément qui va engager dans l'action. Ensuite, on peut mettre en place des petits contrats d'action. Pour des élèves qui ont des difficultés à s'engager et à maintenir, on va dire que l'élève, par exemple en badminton, tu t'engages à faire sur les 10 services, tu t'engages à en faire au moins 6, peu importe le fait que tu réussisses ou que tu réussisses pas. Tu t'engages là-dessus et tu as un petit contrat soit oral, soit que vous faites sur un petit bout de papier et l'élève est OK avec ça. Et ça va permettre en fait à l'élève de vraiment identifier ce qu'il a à faire et le moment où ça va démarrer. Et enfin, l'enseignant peut essayer de structurer la séance autour de phases visibles, c'est-à-dire de décider, de faire, de tenir et d'évaluer. Décider, ça va être le moment où je vais me dire, je vais passer à l'action. Le fait de faire, c'est le fait de passer à l'action. Le fait de tenir, c'est malgré les échecs. Et le fait d'évaluer, c'est par rapport à ce que j'ai fait. Donc ça, ces éléments-là, vous pouvez les rendre concrets avec, par exemple, une petite fiche ou sur tablette avec comme un petit emploi du temps de la séance. Là, tu vas décider de t'engager. Là, tu vas devoir faire ça. Il va falloir que tu tiennes tant de répétitions. Et à la fin, tu vas évaluer par rapport aux critères de réussite que je t'ai donnés. Donc, c'est une petite fiche de suivi que vous pouvez faire sur ces différentes actions. Qu'est-ce que l'élève doit alors apprendre? Il va devoir apprendre à s'engager consciemment dans la tâche. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'il passe de l'élève qui subit et on lui dit d'aller faire ça et il fait ça sans trop de réflexion, à l'élève qui se dit, là, il y a la tâche, à ce moment-là, je vais commencer à faire. Je vais essayer de tenir malgré les échecs potentiels et je vais m'engager après évaluation à faire un petit bilan de ce que j'ai fait. Donc là, c'est différent, c'est vraiment différent de je subis à je fais inconsciemment, je fais parce qu'on m'a dit, à je m'engage réellement dans l'activité. Il va falloir également que l'élève apprenne à se fixer des intentions claires. Donc ça, vous pouvez l'aider avec, par exemple, la petite fiche de contrat. Il va s'engager avec le fait de se dire que il va devoir faire, par exemple, 3 essais.
3 sauts en triple saut, par exemple, avec un critère vraiment très clair, et il s'engage à faire ça. Et enfin, il va devoir accepter de s'évaluer à la fin de la tâche. Est-ce que j'ai tenu mon engagement? Est-ce que j'ai réussi la situation? Si j'ai pas réussi, pourquoi? Mais principalement, pour le modèle Rubicon, c'est est-ce que j'ai réussi à tenir mon contrat? Que j'ai réussi ou que j'ai pas réussi? Est-ce que je me suis engagé dans la tâche et que j'ai maintenu mon effort? Et c'est là-dessus, en fait, qu'il y a le focus et que la volition apparaît vraiment. Et enfin, la dernière théorie, la théorie de Corno, donc les stratégies volitionnelles. Là, l'idée, c'est que la volition est apprenante. Ça veut dire que l'élève, il peut développer des stratégies, se motiver dans l'action, gérer les émotions, persévérer malgré l'échec. Donc, en fait, c'est quelque chose qui vraiment s'apprend. Et il y a des stratégies pour ça. Donc, c'est un apprentissage pour Corno, c'est un apprentissage socio-émotionnel qui est dans l'activité même. Qu'est-ce que ça va impliquer en EPS? On va devoir former les élèves à l'autorégulation. C'est ça le cœur de la stratégie volitionnelle. Ça va passer par des outils concrets, des métacognitions. Donc la métacognition, c'est plutôt à partir de la quatrième dans le développement des élèves, c'est-à-dire avoir conscience que je suis en train de réfléchir. Et donc là, le questionnement métacognitif, il est autour de comment je fais pour tenir. Voilà. En sous-jacent, il va falloir qu'il y ait un climat quand même qui soit bienveillant dans la classe pour permettre à l'élève de se poser ces questions-là et puis d'oser refaire malgré les échecs. Donc là, on est vraiment focus sur les stratégies évolutionnelles, sur le fait de former l'élève à l'autorégulation. Qu'est-ce que ça implique concrètement en EPS? Donc l'enseignant, il va pouvoir, par exemple, proposer des supports d'auto-observation, donc des fiches de progression, des échelles de ressenti de l'effort. Donc ça, ce sont des classiques. J'ai réussi à faire le niveau 1, bah, je peux passer au niveau 2. L'effort que j'ai investi dedans, par exemple, on est sur musculation ou une activité du champ d'apprentissage 5 ou une activité dans n'importe quel champ d'apprentissage. Vous pouvez mettre une échelle de ressenti de l'effort dans n'importe quelle activité. Moi, personnellement, je demande, ça peut arriver dans certaines classes et dans certaines activités, que je demande en fait l'effort investi dans la séance pour l'élève. Donc sur une échelle de 1 à 5, l'élève me dit, bah, j'ai fait des efforts, ça peut être physiques et mentaux, hein, bien évidemment, euh, et il me donne une note de 1 à 5 pour qu'il se rende compte en fait de l'engagement qu'il a réellement eu de lui-même dans la situation. Donc ça, c'est une fiche, par exemple, d'auto-observation. Ensuite, l'enseignant, il peut essayer de proposer des stratégies mentales, donc de la visualisation, du recentrage et de la respiration. Alors, ces activités-là mentales, c'est plutôt pour des élèves qui sont très en difficulté, mais qui sont déjà, par rapport au respect des consignes, par rapport à l'envie de faire, par rapport à l'envie de réussir, sont des élèves qui ont déjà ces éléments-là. Des élèves qui sont un peu décrocheurs ou qui se moquent un peu de l'EPS, pas forcément décrocheurs, mais qui pour eux sont pas très très intéressés par l'EPS, ces stratégies mentales, en fait, elles vont pas forcément fonctionner. Donc là, l'idée, en fait, c'est de proposer un outil pour, entre guillemets, les élèves les plus scolaires, ici. Ensuite, l'enseignant va pouvoir essayer de, de féliciter les efforts d'engagement et les réussites. Donc là, l'idée, en fait, c'est la casquette de l'enseignant qui est là pour supporter les élèves, encourager les élèves, qui est très très important dans la notion de climat de bienveillance dans la classe. Et donc là, au lieu de se centrer que sur la réussite ou l'échec, on va se centrer sur l'engagement de l'élève. Donc au lieu de lui dire, bah, c'est bien, tu as réussi, tu as fait 7 sur 10, un élève qui a des difficultés à maintenir son engagement, eh ben, on va peut-être se focaliser uniquement sur le fait que l'élève ait tenu le petit contrat comme on a vu précédemment, mais ait tenu dans le temps et le nombre de répétitions qui étaient demandées, et on va se concentrer sur ça. La réussite viendra peut-être après. L'élève, qu'est-ce qu'il va devoir donc faire et apprendre? Il va donc se responsabiliser. Donc il va devoir construire le fait de s'observer, de se noter et de se réguler. Donc ça, c'est les petites fiches qui seront en support. Ensuite, il va pouvoir essayer de mettre en place des stratégies différentes, des stratégies volitionnelles différentes. Donc se donner un objectif, par exemple, s'encourager, noter ses progrès. Toutes ces petites stratégies qui permettent de maintenir l'engagement, maintenir l'activité malgré les obstacles, malgré les échecs.
Et puis, on va essayer de lui faire développer une posture réflexive, c'est-à-dire de se questionner, c'est donc la métacognition. Qu'est-ce qui m'a aidé à tenir dans l'effort, par exemple? Et donc là, l'enseignant, il va être support de ce champ de questionnement. Donc, quand est-ce qu'on observe de la volition, entre guillemets, auprès des élèves? Eh bien, il y a plusieurs cas, il y en a d'autres hein, qui existent, mais par exemple, quand on a un élève qui termine une course malgré la fatigue, quelqu'un qui recommence malgré l'échec, quelqu'un qui reste concentré dans son rôle d'observateur ou de joueur, peu importe le rôle qu'il a à faire, mais quelqu'un qui reste concentré. En fait, la motivation en EP, la volition, pardon, en EPS, c'est central en fait. L'élève est motivé, mais il peut vite décrocher s'il n'a pas de stratégie volitionnelle. Poursuivre un effort long, accepter l'échec, tenir un rôle peu valorisé, tout ça, ça relève de la volition en fait. Et donc la volition, c'est vraiment un effort, c'est un élément qui fait que je vais renforcer ma persévérance et quelque chose qui va me permettre de construire de la résistance aux distractions. On va passer maintenant à un exemple très concret. On va prendre Léo, un élève de seconde en musculation. Il débute, il est plutôt motivé, mais après deux séries par exemple, du développé couché, on va dire, après deux séries, en fait, il décroche, il arrête, voilà. Il y a des distractions sociales, parce qu'il y a les copains qui sont là, et puis il n'a pas de repère véritable. Donc en fait, là, on constate que Léo, il est motivé au départ, mais il décroche vite. Et c'est pas un problème de motivation initiale. Là, vous le voyez bien, il fait, il a envie de faire. C'est plutôt un problème de volition, le fait de maintenir. Il va falloir donc structurer la séance pour soutenir son engagement. On va lui proposer des objectifs concrets, du suivi et du feedback qui peuvent faire vraiment la différence. Donc les réponses pédagogiques, des objectifs à court terme, des contrats de séance par exemple, un journal d'entraînement individuel pour voir les progrès au fur et à mesure, et puis des feedbacks valorisants sur la régularité de son engagement, et non pas sur la réussite forcément. Ça peut être sur la réussite, on l'a vu hein, sur les notions de motivation et la théorie de l'autodétermination, par exemple, le sentiment de compétence. Mais en fait, encore une fois, cette théorie-là, c'est pour déclencher l'envie de faire. Et là, cet élève-là, il fait en fait, il est motivé au début. Donc là, le feedback, au lieu de le faire sur le fait d'avoir réussi, il va falloir le faire aussi sur le fait d'avoir été régulé dans le travail, d'avoir été jusqu'au bout, peu importe qu'il ait réussi ou qu'il ait échoué. Donc là, la situation et la précision dans le feedback, c'est vraiment différent entre la volition et la motivation. Et si vous mettez ça durant vos écrits, vous faites bien la distinction entre motivation et volition, ben là, au niveau de l'analyse, les correcteurs, ils vont trouver ça excellent parce que tout le monde parle de la motivation et personne ne parle du fait de continuer, de maintenir cet engagement avec des outils très concrets. Donc là, concrètement, à l'écrit, au CAPEPS, interne ou externe, peu importe, il va falloir vraiment bien distinguer la motivation et la volition dans l'analyse d'un élève. Donc dans les mises en œuvre que vous proposez, si vous voulez mettre en place plusieurs profils et puis que vous voulez mettre en place dans votre mise en œuvre un cas particulier, par exemple, eh bien, il va falloir, vous avez la possibilité de vous appuyer sur cette distinction qui existe entre la motivation et la volition et de montrer au correcteur que vous connaissez un panel scientifique très précis sur l'engagement de l'élève, le maintien de l'engagement de l'élève dans la situation. Donc là, il va falloir proposer dans vos copies, par exemple, des stratégies volitionnelles, donc la planification, le monitoring, c'est le fait de se suivre, et puis le soutien social, c'est quand on encourage avec des feedbacks sur l'engagement, par exemple. Vous pouvez lier ça avec l'autodétermination, la théorie des attentes de valeur, comme on a vu sur la vidéo précédente sur la motivation, mais il va falloir bien distinguer les deux. La théorie de l'autodétermination, c'est pour déclencher l'action. La théorie de la volition, c'est pour faire et maintenir cette action. Donc, dans une mise en œuvre, si vous arrivez à faire, par exemple, face à une classe où il y a des élèves qui se désengagent, par exemple, et ben, si vous arrivez à faire dans votre mise en œuvre une partie sur motiver les élèves, donc déclencher, et une partie sur maintenir, donc la volition,
Bah là, vous avez tout bon, quoi. Et puis, c'est un petit peu original et il y en a très très peu dans les copies hein, qui parlent de ça. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de toute cette vidéo? Il va y avoir 5 idées clés en fait à retenir qui vont vous permettre de fonctionner pour vos écrits et vos oraux. La première idée, c'est de dire que la motivation, c'est différent de la volition et la volition est donc différente de la motivation. La motivation, en fait, c'est l'envie d'agir et en fait, la volition, c'est vraiment le fait de faire et de tenir. Il faut retenir comme deuxième idée le fait que la volition, ça se travaille en fait. On va développer par l'apprentissage des stratégies. Donc il y a de l'autorégulation par exemple, on peut mettre en place des outils, des rituels. Tous ces éléments-là, ça se travaille et on l'a vu au cours de la vidéo. Le troisième élément, c'est de se dire que l'enseignant, il a un rôle à jouer qui est super important. Ça va être de structurer l'environnement et donc de faciliter en fait l'engagement. Structurer l'environnement, donner des consignes claires, mettre en place des petits contrats, créer des rituels, mettre en place des feedbacks liés à l'engagement et à l'effort investi. Et donc ça, ce sont des éléments qui sont très spécifiques à la volition, qui sont spécifiques à l'engagement de l'élève dans la tâche, mais qui sont spécifiques à la volition et non pas à la motivation. Ensuite, il faut retenir comme idée, c'est que l'élève, il est acteur en fait de cet engagement et donc il va devoir construire des compétences. Les compétences, ça va être des compétences plutôt liées à lui-même, donc s'autoréguler, s'observer par exemple, se fixer des buts, des intentions, des objectifs, se questionner comme on l'a vu, résister quand il y a des difficultés. Et tous ces éléments-là, en fait, sont des éléments que vous transmettez à l'élève au fur et à mesure de l'année. Et enfin, il va falloir penser que pour le CAPES, la volition, c'est un levier d'analyse. Il va falloir que vous posiez les questions. Quels sont les freins, par exemple, à l'action chez mes élèves? Comment est-ce que je les aide concrètement pour franchir le cap et vraiment réaliser l'action et pas juste avoir envie de faire? Et souvent, c'est là que ça se joue en fait la réussite. C'est qu'on arrive à vraiment être précis dans ce qu'on propose. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Ben, j'espère que vous avez appris quelques éléments, que ça pourra vous aider pour votre préparation à l'écrit 2 ou à l'écrit du CAPEPS interne, et puis à l'oral également. Alors juste pour vous donner quelques anecdotes, en tant que correcteur et formateur dans les concours, donc CAPEPS ou agrégation, j'ai, je pense, jamais corrigé une seule copie qui parlait de l'abolition. Sauf que c'est un élément qui est fondamental dans les processus d'acquisition. Il y a plusieurs éléments. Il y a la motivation, il y a le fait de faire des efforts, la volition, des éléments biologiques, les éléments sociaux. Et en fait, cette partie des processus d'acquisition, bah, je l'ai jamais vue dans les copies. Et la plupart du temps, en fait, quand on a des copies avec des éléments sur la motivation, en fait, pour le candidat, la motivation, c'est ce qui va faire que l'élève va s'engager, va faire. Et, euh, et en fait, on vient de se rendre compte avec cette vidéo-là que il y a le déclencheur, la motivation, j'ai envie de faire. Et ce qui fait que je passe à l'acte et que je maintiens mon acte, le fait d'agir, bah, c'est vraiment la notion de volition. Donc avec ces trois théories que on a vues, j'espère que ça vous aidera pour vos écrits et vos oraux. Vous pouvez toujours me contacter, il y a toujours le petit site qui est en lien de la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse un peu, et puis à mettre un petit commentaire si vous avez envie que je traite des notions qui sont un petit peu floues pour vous. Voilà, et bien à bientôt.